Alors aujourd'hui, on va décortiquer l'évolution de l'empire de Donald Trump. Mais attention, on laisse la politique de côté. On va voir ça comme une étude de cas, une vraie leçon de stratégie d'entreprise. Comment on passe de la construction pure et dure à la puissance d'une marque. Pour vraiment comprendre la stratégie de Donald Trump, il faut d'abord regarder d'où il vient. Et pour ça, rien de tel qu'une comparaison avec son père, Fred. Fred Trump, c'était un promoteur qui a eu beaucoup de succès, mais son terrain de jeu, c'était les quartiers comme Brooklyn, le Queens. Il construisait des logements abordables pour la classe moyenne. Donald, lui, c'est une toute autre histoire. Dans le New York des années 80, qui bouillonne, il a une vision complètement différente. Il ne jure que par Manhattan et le luxe, le vrai, celui qui se voit. Le grand tournant, c'est en 1971. Donald Trump prend les commandes de l'entreprise familiale avec un seul objectif en tête, une idée fixe, presque une obsession, il veut conquérir Manhattan. Pour lui, il ne s'agit plus seulement de construire des immeubles, il s'agit de se faire un nom au cœur du marché immobilier le plus féroce du monde. Et comment on fait ça ? Eh bien, il lui fallait des projets qui claquent, des projets emblématiques. Des victoires spectaculaires qui allaient non seulement bâtir sa réputation, mais aussi, et c'est ça le plus important, définir sa méthode pour les années à venir. Son premier coup d'éclat, sa première grande victoire, c'est la rénovation de l'hôtel Commodore. C'était un vieil hôtel un peu défraîchi, juste à côté de Grand Central. Il va le transformer en un palais de verre ultramoderne, le Grand Hyatt, qui ouvre en 1980. Et ce projet, ce n'est pas juste une rénovation, c'est carrément le plan directeur de toute sa carrière. En fait, sa formule, c'est une recette assez simple en 3 temps qu'il va réutiliser encore et encore. D'abord, il mise tout sur les négociations politiques pour obtenir des avantages fiscaux, des autorisations. Ensuite, le levier financier. Il n'a pas peur de s'endetter massivement pour financer ses projets. Et enfin, la touche finale, une construction qui en met plein la vue, quelque chose de spectaculaire pour vraiment marquer les esprits. 40 ans, vous entendez bien, c'est la durée de l'abattement fiscal, du jamais vu qu'il a réussi à négocier pour le projet Hyatt. Ce chiffre, à lui seul, il dit tout de l'agressivité et de l'efficacité de ses négociations politiques. C'était vraiment l'une des clés de son succès initial. Et puis, en 1983, arrive le projet qui va graver son nom dans le marbre, littéralement. La Trump Tower, sur la 5e avenue. C'est bien plus qu'un bâtiment, c'est un symbole, une véritable déclaration d'intention. C'est la matérialisation de sa marque, le luxe, le succès, la démesure. Mais pourquoi est-elle devenue si iconique ? Pensez-y, à un gratte-ciel de 58 étages sur l'une des avenues les plus chères du monde, un hall d'entrée immense tout en marbre rose, une cascade intérieure de plusieurs mètres de haut. Chaque détail était pensé pour être spectaculaire, pour que le nom Trump soit immédiatement associé au top du luxe. Mais il faut bien comprendre que l'empire Trump ne repose pas uniquement sur des briques et du mortier. Non, le point vraiment crucial, c'est la façon dont il a su utiliser les médias et certains projets publics pour se forger une réputation personnelle bien au-delà de l'immobilier. Et cette image, celle de l'homme qui obtient des résultats, elle va être cimentée par un coup de maître en relations publiques, un coup de génie, le projet de la patinoire Wellman Rink à Central Park. Le contraste est saisissant. Regardez bien. La ville de New York, elle, a essayé de rénover cette patinoire pendant 6 longues années pour un échec cuisant. Trump débarque, reprend le projet et le termine en 4 mois. Pour le grand public, le message était limpide. Il réussit là où la bureaucratie et les politiques échouent. Mais voilà, au début des années 90, la fête est finie. La bulle immobilière éclate et l'empire vacille dangereusement. Une énorme crise financière vient frapper ses investissements de plein fouet et ça va le forcer à opérer un virage stratégique à 180 degrés. C'est vraiment le moment décisif. Près de 4 milliards de dollars, c'est le montant absolument colossal de sa dette à ce moment-là. Une situation qui semble désespérée et qui l'oblige à tout remettre en question, à se réinventer complètement pour survivre. Alors, quelle est sa solution ? Eh bien, il va pivoter pour devenir ce qu'on appelle un donneur de licence. L'idée est brillante. Au lieu de construire lui-même et de prendre tous les risques financiers, il va commencer à vendre le droit à d'autres promoteurs d'utiliser son nom, sa marque. Le produit, ce n'est plus l'immeuble, c'est le nom Trump. Une stratégie qui lui permet de générer des revenus importants avec un risque financier proche de zéro. Donc si on fait le bilan, la formule Trump finale, c'est un mélange assez unique. Ce n'est plus seulement de la construction, c'est un alliage de promotion immobilière bien sûr, mais aussi de marketing de marque et toujours de cet art de la négociation. Les piliers de cet empire sont donc devenus très clairs. D'abord, une audace financière, qui l'a parfois mené au bord de la faillite. Ensuite, des négociations politiques toujours très agressives pour maximiser les profits. Et surtout, le plus important, la transformation de son propre nom en une marque mondiale. Une marque qui est devenue synonyme de luxe et de réussite. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale. Une question vraiment fascinante qui résume toute cette histoire. Est-ce qu'un nom, une marque peut finir par avoir plus de valeur que les gratte-ciel en acier et en verre sur lesquels il est apposé.
C'est une belle réflexion sur la puissance de l'immatériel dans l'économie d'aujourd'hui.